que j'aimerais, c'est peut-être que si tu l'acceptes, de lever un petit point de voile sur l'homme que tu es, ce qui a fait que aujourd'hui tu nous accueilles en ces lieux, au sein de cette entreprise que tu as fondée. Et voilà, quel est ton parcours, qui es-tu? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Jean-Bernard Rivaton, j'ai 66 ans. J'ai une formation commerciale supérieure, je me suis formé à l'EM Lyon. Et en fait, mon passé professionnel, je travaille dans différents groupes industriels, dont le groupe Pierre et Vacances, le groupe Sodexo. C'est eux qui m'ont formé, c'est dans ces grandes entreprises que j'ai fait mes premières armes. Et puis à un moment, j'ai décidé de créer ma propre société, c'était en 1991. Donc j'ai donné naissance, j'ai fondé Exhibit Group. À l'époque, nous étions 2, maintenant nous sommes 100 personnes. C'est une entreprise dont très rapidement le métier c'est l'impression de décors, surtout support souple et rigide, et aussi l'installation de ces décors. On travaille pour des grandes marques, pour des grandes agences d'événements, sur la région et puis sur l'ensemble du territoire national. Donc nous sommes, il y a 5 filiales dans le groupe. Nous sommes sur Paris et sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et cette entreprise donc a connu un développement assez spectaculaire, mais j'allais dire avec un démarrage extrêmement difficile. Fondation, création d'entreprise, c'est compliqué. Et je dirais que ce qui a été compliqué, c'est que j'avais un ego extrêmement puissant, très fort. Et puis, je le dis quelquefois, et peut-être certains l'ont déjà entendu, mais j'avais à l'EM Lyon, dans ces années-là, on nous expliquait que, je vois qu'il y a des anciens élèves de l'EM Lyon aussi là-bas, au fond, et on nous expliquait que pour être un dirigeant particulièrement actif et entreprenant, il fallait avoir la peau dure, avoir les dents longues et savoir nager. C'est-à-dire qu'en fait, l'image qu'on nous donnaient nos professeurs, c'était en fait un crocodile prêt à dévorer tout sur son passage. Et donc, comme j'étais plutôt un bon élève, j'ai vraiment mis en pratique ce qui m'avait été enseigné. J'ai donc été, au départ de ma vie professionnelle, quelqu'un d'assez horrible. Je pèse mes mots, mais c'est difficile de... voilà, je faisais, je manageais avec une certaine authenticité, sévérité, et d'une façon très autocratique. Et puis ça me rendait particulièrement malheureux, parce qu'en fait, lorsqu'on est dans cette posture-là, on perd vite le sens de ce qu'on fait, et puis surtout, je rendais les gens autour de moi malheureux, il n'y avait pas de joie de vivre autour de moi, et moi je m'étiolais, et donc voilà. Donc la première chose qui est importante peut-être dans la question que va poser Christophe, c'est que le démarrage de l'entreprise, tel que je vous la présenterai plus avant, c'est en fait la transformation du dirigeant. C'est, me semble-t-il, par là que ça commence. C'est-à-dire que c'est compliqué de transformer une organisation et de la rendre agile, oui, je vais utiliser les mots agile, bienveillante, participative, collaborative, générative, et on pourrait développer d'autres mots de ce type-là. C'est compliqué sans que le président de la structure en question se soit lui-même transformé. Donc c'est le premier enseignement que j'ai, qui m'a été donné d'apercevoir. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Christophe, ou pas du tout? Tu as tout à fait répondu à ma question, et j'en ai une autre là tout de suite. C'est que tu dis que pour pouvoir engager son organisation dans une transformation en vue de la rendre
agile, bienveillante, générative, contributive, coopérative. Il faut se transformer soi-même. Ta propre transformation s'est passée par quoi? Et en quoi est-ce qu'elle a rejailli sur ce que tu as cherché à transformer au sein de ton organisation? Alors, le démarrage, le tout début, le premier geste symbolique, si j'ose dire, c'est le constat de la perte de sens. J'ai des collaborateurs qui sont au fond et qui ont participé à ce moment-là à l'homme que j'étais devenu. J'étais très malheureux. Yann aussi était très malheureux, c'était un de mes associés, donc on était tous... voilà, j'étais très malheureux, c'est-à-dire qu'il m'arrivait de fondre en larmes dans mon bureau parce que je me rendais compte que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, voilà. Et donc la première prise de conscience, c'est la perte du sens. Hein, la perte du sens, de plus voir ce qu'on est en train de faire. C'est que, et ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que j'ai pris conscience de ça, je me suis fait accompagner. C'est-à-dire que la première chose que j'ai faite, c'est de me former d'abord. Alors je me suis beaucoup formé. Ça remonte à une quinzaine d'années, peut-être plus. Oui, je dirais une douzaine d'années. Je me suis beaucoup formé. J'ai suivi de nombreux cycles de formation. Et aussi, j'ai découvert un outil qui, moi, me va bien, mais c'est pas du prosélytisme, c'est que j'ai découvert que méditer, c'était quand même un truc drôlement bien, quoi. Donc, ça peut être d'autres ressources, mais en tout cas, j'avais besoin de ressources et que j'arrivais plus à retrouver simplement dans les marches que je pouvais faire, en forêt, etc. Donc, j'ai découvert la méditation et je me suis mis à pratiquer d'une façon assez intensive la méditation, à faire des retraites d'une façon régulière. Et ça m'a commencé à me transformer. En même temps, comme je vous le disais, j'ai suivi des différents cycles de formation. Je me suis formé à la PNL. Donc j'ai fait tout le parcours d'enseignement à PNL jusqu'à être maître praticien en PNL, ce que je suis maintenant. Je me suis formé au coaching. Donc je suis devenu coach en même temps. J'ai suivi aussi des formations en intelligence collective. Donc là, je me suis formé auprès des meilleurs, puisque j'ai été formé par Robert Dilts. Robert Dilts, c'est, pour ceux qui connaissent un peu, le développeur de la PNL moderne, qui avait été mis en place à l'époque par Grinder et Bandler. Donc c'est lui qui développe la version moderne de la PNL, et qui est un chercheur, et en même temps qui est un consultant de très haut niveau, puisqu'il a conseillé Steve Jobs et qu'il continue à conseiller des grands dirigeants. C'est quelqu'un d'une exceptionnelle clairvoyance, avec en même temps quelqu'un d'une simplicité extrême. Donc je me suis formé à ses côtés en 2012, 2013, 2014, et peu à peu, plus j'avançais sur ce chemin, plus je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi tout seul, quoi. Parce que je changeais vraiment, je changeais bougrement, quoi. Je m'apaisais, je me calmais, j'avais envie d'échanger davantage, et puis j'avais envie, du coup, de partager ça avec d'autres. Donc j'en ai parlé à mes collaborateurs, et j'ai dit que ceux que ça intéressait, l'entreprise était d'accord pour financer des formations qui n'étaient pas spécialement des formations professionnelles. On financerait plus que des formations métiers, mais qu'on serait très ouvert à des formations en développement personnel. Et on a mis sur la table des budgets très 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 significatifs. On ne s'est pas contenté d'utiliser des fonds traditionnels. C'est un investissement très important pour nous et qui dure depuis longtemps. Donc on a beaucoup de collaborateurs, et pas que des cadres, qui sont formés aux différentes techniques que je vous ai indiquées. C'est devenu quelque chose d'assez ouvert chez nous. Et donc voilà, ça a commencé, au départ c'est venu de moi, et puis ça a commencé à infuser parce que j'ai voulu que ça infuse. Je ne voulais pas garder ça pour moi, quoi. C'était pas possible. Et puis en même temps, je me suis dit que c'était aussi le rôle des entrepreneurs de permettre aux équipes d'être bien dans leurs relations, d'être bien centrées à titre personnel, donc d'être centrées à titre personnel, mais aussi d'être centré avec les autres, c'est-à-dire pouvoir avoir des échanges génératifs, génératifs au sens de créer quelque chose de nouveau à plusieurs. Parce que moi j'ai l'intime conviction qu'on peut créer, sous réserve d'utiliser un certain nombre d'outils
de l'intelligence collective. On peut donc créer notre futur si on a l'intention extrêmement forte, si c'est partagé et si on fait un peu apaiser nos égos et qu'on n'arrive pas avec la certitude de tout connaître. Moi, je pense que lorsqu'on a la capacité à écouter et à construire avec d'autres, on peut faire émerger quelque chose qu'on n'avait pas imaginé soi-même, de l'intelligence d'un groupe d'individus. Donc c'est ça ça a été ça le démarrage, c'est mes formations, la méditation active, régulière, des retraites régulières, et puis l'essaimage progressif autour de moi. Aujourd'hui, je pense que, je n'ai pas fait le calcul précis, mais il y a une dizaine de personnes formées à la PNL, dont plusieurs maîtres praticiens. Il y a plusieurs personnes qui sont formées au coaching chez nous. Il y a 5 ou 6 personnes qui sont formées à l'intelligence collective. Et ça continue. Et on a entrepris un autre chemin, celui-là, et c'est le chemin qui va vers une autre façon de conduire l'organisation. Tu m'as bien expliqué combien cette transformation de toi avait commencé à transformer les individus au sein de l'organisation et le collectif de travail, la manière dont le travail s'organise, la prise de décision qui devient une prise de décision plus collective, des connaissances qui circulent de manière beaucoup plus fluide dans les organisations, des compétences qui s'échangent et qui s'hybrident. Alors, pour les personnes qui sont là et qui sont acculturées maintenant à l'économie de la fonctionnalité de la coopération, vous vous dites, là, on n'est pas en train de parler de FC, vous voyez tout de suite arriver un élément qui est éminemment central, qui est l'élément des ressources immatérielles. Les ressources immatérielles, c'est quoi? C'est les connaissances, les compétences, la capacité des uns et des autres à se faire confiance, la capacité à faire des choses pertinentes par rapport au cadre au sein duquel on opère, la question de la santé aussi. Est-ce que l'entreprise fait santé pour ses collaborateurs, ses collaboratrices, pour ses parties prenantes externes? Donc toutes ces ressources immatérielles sont des ressources éminemment clés dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération que nous cherchons non seulement à développer, mais à inscrire au cœur même du modèle économique de l'entreprise. Et ce qui est formidable chez Exhibit, c'est qu'on voit que cette transformation a contribué, alors si j'utilise le vocabulaire qui est le nôtre, à développer ces ressources immatérielles de manière extraordinaire. Est-ce que tu peux expliquer comment les modes d'organisation de travail aujourd'hui sont structurés et comment ces fameuses ressources immatérielles que nous utilisons dans notre jargon, comment ça vit ici au sein de l'entreprise? Oui, non, mais ce que tu dis, Christophe, ça fait complètement écho avec moi. Ce que je décris là, le processus que je décris, si vous voulez, ça fait complètement résonance avec le thème de l'économie de la fonctionnalité que vous développez. Parce que finalement, notre entreprise est très rentable, nos sociétés sont rentables, c'est incontestable, mais finalement, au jour d'aujourd'hui, depuis plusieurs années, le but ultime, c'est autre chose. Le but ultime, c'est la mise en avant des ressources immatérielles de l'entreprise. Incontestablement, là où moi je mets le plus d'énergie, c'est pas dans le commerce, c'est pas dans la vente, c'est pas dans la... voilà, j'ai des personnes, on a des personnes autour de nous qui s'occupent de ça. Mais moi, ma présupposition, pour utiliser un terme de PNL, ma présupposition, c'est que si on prend soin et on fait confiance à ses collaborateurs et qu'on développe leur potentiel en étant vigilant à maintes et maintes choses, on fait émerger des niveaux d'énergie. J'utilise des champs d'énergie. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte de champs d'énergie? Prouvez-nous. Je ne peux rien prouver, bien évidemment, mais je sens bien que dans notre entreprise, pour différentes raisons, par rapport à ce lieu, mais pas que, dans nos modes d'accompagnement des équipes, on a fait émerger des niveaux d'énergie qui sont bien supérieurs à ceux qu'on avait il y a 7 ou 8 ans. Alors, pour être plus précis dans nos méthodologies, pour vraiment être plus précis. Donc, la première chose, c'est que notre entreprise est vraiment basée sur la confiance dans nos collaborateurs. On a vraiment confiance en eux.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de contrôle, mais il y a très très peu de contrôle au sens où on pouvait l'entendre traditionnellement. On ne contrôle pas maintes et maintes choses. On a des dispositifs dans le cadre de la qualité, on a des normes à respecter, bien évidemment, si on veut poursuivre ce chemin-là, mais la notion de contrôle dans notre entreprise est quelque chose qui est très light, voire assez inexistant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que il y a la confiance. Ensuite, il y a, moi, ce que j'appelle l'égalité intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'écart entre les rémunérations des collaborateurs chez nous. Entre le salaire que gagne le président et les rémunérations des collaborateurs qui sont en production, je dirais que l'écart est de 2,5, quoi. Donc on est sur vraiment la notion d'égalité intrinsèque. Il n'y a pas de signe de pouvoir chez nous, il n'y a pas de plaque de parking réservée, il n'y a pas de bureau de direction plus grand que les autres. Et ça commence par là, quand on est très attentif à respecter ce mode opératoire. Après, aussi, des choses qui sont importantes dans notre façon d'agir, c'est le lâcher-prise. Hein, c'est-à-dire que la confiance nécessite que le management lâche prise. La peur, c'est la peur du ridicule, en fait. La peur, c'est compliqué d'être à la fois président de société et de devoir démarrer une réunion d'une façon différente. Hein. C'est-à-dire qu'habituellement, dans les réunions qu'on animait il y a quelques années, on arrivait chacun avec nos égos, chacun avec nos idées préconçues, et souvent ce qui se passe, c'est qu'on a envie de vendre cette idée-là aux collègues qui se trouvent à côté. Et donc, en fait, la première chose qui est importante, c'est de franchir le seuil qui permet de mettre le groupe en état coach. Alors, je ne veux pas, ici, on n'est pas en train de faire de la théorie, mais mettre un groupe en état coach versus crash, c'est lui permettre de descendre d'être centré, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, bref, de passer un moment avant de débuter la réunion pour se centrer soi-même et de se centrer les uns par rapport aux autres. Donc ça, il y a différentes techniques. Nous, on utilise soit la météo du jour, soit on distribue, on a des jeux de cartes aussi qu'on fait circuler les uns avec les autres, qu'on tire au sort, et chacun explique ce que ça lui évoque ce matin en arrivant, ça. En tout cas, on a des icebreakers en début de réunion, on ne démarre jamais bille en tête dans nos réunions, on prend toujours quelques minutes. C'est ça la peur, c'est que en tant que président, c'est compliqué cette posture. Comment vous démarrez la première fois? La première fois dans un comité de direction où vous dites à vos collaborateurs, je vais vous expliquer, il va falloir qu'on démarre différemment. Hein, c'est-à-dire que là, il faut expliquer qu'est-ce que c'est qu'un état coach, qu'est-ce que c'est qu'un état crash, ça commence par là, et puis petit à petit, si vous voulez, il faut se jeter à l'eau en fait. Hein. Et un jour, il faut vraiment y aller. Moi, je vous conseille de vous faire coacher, si je peux me permettre. Pour ceux qui dirigent des entreprises, je vous engage vivement à avoir des coachs autour de vous parce que tout seul, c'est très compliqué. Donc, je vous engage, moi, à vous faire accompagner de façon à ce qu'à un moment, vous ayez l'autorisation que le coach, il dit fonce, vas-y, lâche. Vous voyez, enfin, je schématise un peu. Mais je pense que c'est très utile à un moment que quelqu'un dise coupe la corde. Et le premier pas est difficile. Vous êtes ridicule parce qu'en plus de ça, le comité de direction, il rigole autour de vous. Hein. C'est qu'ils ne sont pas bienveillants du tout, ça, qu'ils se disent, putain, qu'est-ce que tu es en train de faire, Jean-Bernard Rivaton, là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Il est en train de... voilà, il nous fait tirer des cartes, il nous fait demander qu'est-ce que cette carte peut m'inspirer, il nous fait méditer quelques minutes, même si je n'utilisais pas le mot méditation, mais je les faisais s'aligner. Enfin, donc je me souviens, Yann, Julien et puis d'autres, vous vous en souvenez, hein, les garçons, au départ, ça pouvait être des sourires en disant il a pété un câble, quoi. C'est-à-dire il est passé de l'autre côté de la porte. Sauf que maintenant, c'est eux qui le font. Hein, c'est plus moi, c'est eux qui font, ils animent leurs réunions comme ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc je suis super content d'avoir pu permettre ça à mes équipes, quoi. Donc la peur, c'est la peur du ridicule. Hein, c'est cette peur-là, c'est cette peur d'être illégitime
en tant que patron, président, directeur, enfin peu importe, d'être illégitime dans le fait de présenter une posture différente. Moi, je vous engage à ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Ça marche bien et vous verrez, ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien.